Radiolac, les clés de l'immobilier. Et comme chaque jeudi 11h30, midi, nous parlons immobilier et urbanisme en votre compagnie. Enzo Lobo, et bonjour. Bonjour Fabien, bonjour à toutes et à tous. En effet, tous les jeudis, c'est le nouveau rendez-vous, bien sûr d'immobilier, mais plus exactement de développement immobilier et d'urbanisme à Genève, avec différents invités et plusieurs thèmes, afin de vous informer sur l'avenir de Genève dans ses différents domaines. Aujourd'hui, nous allons parler de projets qui concernent plus spécialement le lac et ses environs, et puis d'urbanisme. Et puis bien sûr, nous aborderons, puisque la date se rapproche, la votation du 10 février prochain sur le mitage des zones agricoles sur notre pays. Afin de pouvoir parler de ces différents sujets, nous avons deux invités aujourd'hui. D'une part, Pierre-Alain Duprat, architecte. Bonjour Pierre-Alain. Bonjour. Et puis nous avons également Valentin Dujoux, qu'est-ce que je dois dire, politicien, jeune vert. Comment je vous présente, Valentin? Bonjour. Bonjour, militant engagé, on va dire. Militant engagé, vous êtes là parce que cette initiative sur laquelle nous devons voter au niveau fédéral le 10 février prochain a été justement lancée par les Jeunes Verts. Et ce sera la deuxième partie de l'émission. Pour l'instant, nous allons revenir à notre invité architecte, Pierre-Alain Duprat. Il est de Genève. Il a commencé l'architecture à travers un apprentissage. Je tiens à le préciser parce que l'apprentissage est quelque chose que nous avons en Suisse et qu'il est important de mettre en avant, puisque plusieurs chefs d'entreprise aujourd'hui ont choisi cette voie quand ils étaient plus jeunes. Après un diplôme de dessinateur, alors si c'est l'apprentissage, c'est ça Pierre-Alain? Dessinateur, ouais, architecte, dessinateur. Dessinateur, architecte, vous avez eu un parcours pas très léger, puisque vous avez décidé de faire architecture le soir, à l'époque à l'école d'ingénieurs. Tout à fait, ouais. Qui existe toujours, mais qui ne s'appelle plus l'école d'ingénieurs. Exactement, voilà. À l'époque, ça existait, ces études existaient en 5 ans, après en apprentissage, jusqu'à l'âge de 24 ans à peu près. D'accord, et puis... Tout en travaillant la journée dans les bureaux. Voilà, c'est exactement ce que je vous allais dire. Finalement, vous avez fait les cours du soir. Exact. Et puis, très très jeune, vous décidez de vous installer comme architecte indépendant parce que vous n'aviez que 27 ans. Oui. Oui, parce qu'après 12 ans de pratique dans les bureaux, puisque depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 27 ans, j'ai eu envie de parcourir, de travailler pour mon compte, on va dire, en faisant des concours d'architecture, en travaillant sur des petits projets, mais d'une manière concrète et pour moi. Voilà. Alors, en deux mots pour parler de vous, qu'est-ce qui vous a amené au dessin et à l'architecture ? Je crois que ce qui m'a amené à l'architecture, c'est justement le dessin. C'est l'amour du dessin, la géométrie, les mathématiques. Et puis après, évidemment, j'ai découvert l'architecture à travers mes études, à travers toutes les expériences que j'ai fait dans les bureaux, que j'ai fait par moi-même aussi, et que je continue de faire aussi à l'intérieur de mon bureau avec mon équipe, évidemment. Alors aujourd'hui, votre bureau d'architecte, Pierre-Alain Duprat, vous êtes une vingtaine de personnes. Exact, et puis vous participez, vous avez cette particularité, vous participez à des concours. Alors expliquez-nous un tout petit peu, Pierre-Alain Duprat, le concours dans l'architecture, parce que pour celui qui nous écoute et qui n'est pas architecte, c'est peut-être pas évident à comprendre. Alors le concours d'architecture est une pratique qui existe dans notre métier depuis longtemps, on va dire, plus d'un siècle peut-être, certainement. Et il s'agit de mettre en concurrence plusieurs architectes. Il y a des concours sur invitation ou bien des concours ouverts à plus grand nombre, on va dire. Mais l'idée, c'est de pouvoir juger sur la valeur d'un projet et non pas uniquement sur la valeur d'un architecte. Et c'est le projet qui est jugé par un jury composé de représentants du maître d'ouvrage ou d'architectes spécialisés. Voilà, ça dépend qui lance le concours finalement. Voilà. Parce que c'est un concours. Un concours peut être ouvert par des privés, mais également par l'État, par les collectivités publiques, exactement. Alors ces concours vous ont amené à réaliser quand même quelques projets, parce que vous en avez gagné quelques-uns. Il suffit pas d'y participer. Quand on participe, c'est pour gagner normalement. Oui. Vous avez réalisé la crèche de Saint-Jean, la passerelle de la Paix à Sécheron, un EMS également à Rolle, l'école enfantine de Prangin, et puis d'autres concours avec des réalisations qui sont en projet, qui n'ont pas encore été effectuées, parmi lesquelles celle de la passerelle donc du Mont Blanc, dont on va parler dans un instant, mais aussi du réaménagement de la rade. C'est un sujet dont on parle assez souvent, pour ceux qui trouvent que notre rade est magnifique, tout le monde ne le pense pas, et puis également l'aspect urbanisme pour le projet du Pave Étoile, qui sera l'un des plus grands quartiers à l'avenir de Genève. Alors on va s'arrêter sur ce projet de rade de Genève, puisque la rade date de la fin, je crois, du
19e siècle, si ma mémoire est bonne. C'est là, en tout cas, qu'elle a commencé à se développer. Fait, ouais. Et puis, cette rade, il y a eu plein de projets pour l'aménager d'une façon différente. Je crois qu'au début du 20e siècle, il y avait même, ou à la fin du 19e, il y avait même un projet pour agrandir le jardin anglais qui, imaginez, aurait englobé les pierres du Niton dans un bassin en dehors du lac. Voilà, tout ça ne s'est pas fait. Exact. Pour des raisons politiques et financières probablement. Et puis tout d'un coup, c'est la ville de Genève, à travers Guillaume Barazzone, qui il y a quelques années a dit il faut qu'on fasse un concours parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour cette rade qui, c'est peut-être personnel ce que je vais dire, n'est franchement pas très belle. Oui, tout à fait. Je pense que les avis peuvent être partagés, mais l'idée a été lancée en 2016, je crois. Fin 2016, le concours a été lancé à ce moment-là, et puis le rendu a été fait en début 2017. Et puis mon bureau a eu la chance de remporter ce concours qui a eu quand même à peu près 80 participants, donc vous étiez assez large. Ouais. On n'était pas tout seul, effectivement. Donc vous n'êtes pas les seuls à penser, enfin je suis pas le seul à penser que c'est pas très joli. Voilà. De toute façon, dans le cahier des charges, il était indiqué comme quoi beaucoup de choses vont évoluer ces prochaines années, grâce à l'agrandissement de la nautique. Donc le projet qui est actuellement en train d'être fait pour la nouvelle plage, l'agrandissement de la nautique va permettre de rapatrier quelques bateaux qui sont actuellement positionnés justement dans la rade, d'une manière, on va dire, plus ou moins organisée et peut-être des fois désorganisée. C'est important de le dire, parce que le chantier qui est visible aujourd'hui sur la rive gauche concerne la future plage. On fera une émission d'ailleurs à ce sujet avant le début de l'été pour vous préparer à cette plage qui devrait normalement vous accueillir l'été prochain. Il y a le projet privé du club de la nautique et puis également du yacht club, de la nautique, faut que je dise correctement, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Et puis à la partie également du port public qui va s'ouvrir et, comme vous venez de le dire, peut accueillir des bateaux qui aujourd'hui se trouvent à la hauteur du quai Gustave Ador. Tout à fait. Il y a aussi un projet pour le Vengeron pour rapatrier certaines activités portuaires, notamment qui sont actuellement un petit peu réparties le long de la rive gauche, notamment aussi en rive droite. Donc ça, c'est un projet aussi développé par l'État qui, s'il est réalisé d'ici 3, 4, 5 ans, pourra permettre justement de finaliser le projet de la rade pour le rendre public, on va dire un peu plus public que maintenant. Alors, il y a quoi dans ce projet ? Comment ce sera la rade dans le futur si ce projet voit le jour ? Disons, nous, on a travaillé dans un sens de continuité par rapport à ce qui existait préalablement, mais il est évident qu'on a des activités de plus en plus nombreuses en termes de divertissement. Donc, les bateaux, les pédalos, les choses comme ça, l'office du tourisme peut-être, quelques tea rooms, des toilettes. Tout ça, il faut quand même les réorganiser d'une certaine manière. Les glaciers également. Actuellement, ces bâtiments ou ces occupations sont vraiment entre la promenade piétonne et le lac. Et ça, c'est quelque chose pour nous qui est absolument incompréhensible parce qu'on a envie plutôt de les mettre à l'arrière et puis de dégager la vue sur le lac pour les piétons, pour les promenades tout simplement. Est-ce qu'il s'agirait d'élargir cette zone en contrebas qui se trouve pratiquement pied dans l'eau ? Alors l'idée de notre projet côté rive gauche est non seulement de l'élargir, mais de l'équiper par un mur, une sorte de mur habité. Donc on travaille vraiment sur les niveaux du quai. Donc on rabaisse les quais légèrement. Ça paraît évidemment pas très ambitieux comme projet, mais ça l'est quand même parce que c'est quand même des travaux assez conséquents pour pouvoir offrir en fait une hauteur relativement importante entre la route du quai Gustave Ador et le plan d'eau. Cette hauteur revue et corrigée nous permet justement de loger toute une partie de programme plutôt contre la route, on va dire, et de dégager une grande esplanade piétonne, comme on le voit dans beaucoup de villes. Lisbonne l'a fait également, Porto, où j'étais il y a quelques années, l'a fait par un très grand projet le long de la mer. Et l'idée, c'est ça, c'est de rendre vraiment la promenade aux Genevois, au public, pour pouvoir vraiment profiter de l'eau. Alors le but, c'est de construire donc ces bâtiments qui vont accueillir les glaciers et les autres activités qui vont rester à cet endroit, dans la différence de hauteur entre le quai pied dans l'eau et le quai qui rejoint le quai Gustave Ador, afin qu'il n'y ait pas de baraquement, quel qu'il soit, bleu, rouge, vert, qui plaise aux uns et peut-être pas aux autres. Donc ça, c'est côté rive gauche. Côté rive gauche, mais au fait, on déménage que les bateaux finalement. Les gens qui ont des activités devraient pouvoir garder leur place. L'idée, c'est justement que les gens qui ont des activités puissent être relogés. Ça, c'est vraiment la clé. Alors après, évidemment, c'est notre vision. C'est notre vision qui a été récompensée justement à ce niveau-là. Mais l'idée est vraiment de pouvoir dégager le plan le plus proche possible de l'eau pour rendre vraiment
le contact avec l'eau aux différents promeneurs, aux Genevois. Donc ça, c'est l'idée côté rive gauche. Et puis côté rive droite, c'est tout à fait différent, puisqu'on a une situation différente. On a la route qui est bien plus haute que le quai. On a 3 secteurs développés côté rive droite. Donc je peux commencer par le secteur qui va du Bain des Paquis à la Perle du Lac. Donc là, on a imaginé une nouvelle petite plage qui répond en quelque sorte à la plage qui est actuellement en construction en face. Donc c'est une plage qui permettra aux habitants de la rive droite de pouvoir avoir un accès à l'eau un peu plus important que ce qu'on connaît actuellement au Bain des Paquis, puisqu'on sait que le Bain des Paquis en période estivale est quand même très pris d'assaut. Voilà. Et ensuite, entre le Bain des Paquis et le pont du Mont-Blanc, on a 2 zones différentes de part et d'autre de la rotonde du Mont-Blanc. On a eu l'idée de continuer en quelque sorte ce qui est également présent au Bain des Paquis, c'est-à-dire une enceinte qui crée en fait un plan d'eau. On a décidé de imaginer, alors ça évidemment il faudra voir dans le développement si c'est vraiment réalisable, de casser le quai provisoire qui avait été fait dans les années 60, tout bétonné, pour pouvoir faire en sorte d'agrandir le plan d'eau et puis de restituer une espèce de plateforme, une grande plateforme qui peut accueillir café, buvette, débarcadère pour les mouettes genevoises par exemple, avec peut-être un bassin également, voilà. En fait, en résumé, vous voulez rendre les quais aux Genevois, comme on le dit, afin qu'ils puissent se les approprier lors de la période estivale ou même en dehors, et puis inviter les gens à la baignade. Exactement. Ce qui se fait peu dans la rade, puisque le point de départ de la baignade reste la plage des Paquis, voire la coupe de Noël au mois de décembre, qui permet aux gens de se baigner Exactement. À la hauteur du jardin anglais. Valentin Dujoux, d'accord avec ce genre de projet où les jeunes verts pourraient s'y opposer? Alors ça, effectivement, le projet, il faut le revoir dans le détail. Et puis, il y a une question politique. Maintenant, en tant que citoyen habitant de la ville de Genève, je pense qu'effectivement, ces projets répondent à des vraies demandes. On le voit. Vous avez mentionné tout à l'heure les bains des Paquis, on le voit aussi avec le Rhône qui est littéralement pris d'assaut en période estivale. Il faut redonner de l'accès à l'eau, il faut améliorer cette qualité de vie et il faut effectivement miser sur cette rade qui est un atout incontesté pour la ville de Genève et pour l'ensemble du canton. Donc de toute façon, la démarche est à saluer, effectivement. Voilà, ça ne doit pas rester juste une carte postale, on est d'accord là-dessus. On est d'accord. Très bien, on va maintenant rester dans la rade, mais avec un projet, je dirais presque plus concret. Je ne veux pas dire qu'il est plus simple, mais plus concret, parce qu'on en parle depuis longtemps. Vous l'avez vu depuis quelques mois maintenant, sur le pont du Mont-Blanc, lorsque vous circulez de la rive gauche à la rive droite, il y a un truc complètement fou, qu'on n'a probablement jamais fait ailleurs, c'est qu'il y a des cônes en plastique qui délimitent une piste cyclable. Alors, moi, je fais pas beaucoup de vélo, je l'avoue, mais je trouve ça plutôt dangereux. Et puis, il y a tellement d'autres solutions possibles, au lieu de mettre un truc dangereux, à mon avis, à nouveau, et moche. Et il s'agit de la passerelle du Mont-Blanc. Et là aussi, Pierre-Alain Duprat, vous avez participé au concours et vous êtes le lauréat de ce concours. Oui, alors tout à fait. Alors, ça fait déjà 7 ans maintenant. Ah. Le temps passe. Voilà, vous l'avez pas oublié. Certains, par contre, apparemment, oui. Alors, à mon sens, c'est un projet fondamental pour la circulation Genève, mobilité douce, mais également pour garantir les voies de circulation aux automobilistes sur le pont du Mont-Blanc, puisqu'actuellement, justement, on a une sorte de rétrécissement sur une situation prévisoire qui est vraiment extrêmement limite par rapport au gabarit même des bus et des voitures. Donc c'est un projet que j'ai remporté. Effectivement, il y avait à peu près 50 équipes, alors là, internationales, ingénieurs, architectes, donc c'était un concours très très prisé, on va dire. On a un projet qui est de nouveau un projet ambitieux, mais en même temps relativement simple, c'est-à-dire que c'est une passerelle qui longe, mais d'une manière un petit peu oblique, le pont du Mont-Blanc pour pouvoir mettre les piétons en site propre et puis transformer simplement le trottoir actuel en amont du pont du Mont-Blanc en piste cyclable bidirectionnelle, de façon à boucler en fait les parcours U cyclables et piétons autour de la rade. Donc c'est évidemment quand vous voyez les fréquentations en été des promeneurs, c'est extrêmement important et essentiel. L'explosion également du nombre de vélos électriques fait que cette cohabitation qu'on avait jusque-là sur le trottoir n'était plus possible. Elle se fait en ce moment sur la partie trottoir en aval du pont du Mont-Blanc. Hein. Il y a les piétons et les vélos qui ici. Exactement. En aval, c'est encore possible. Et c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux, mais en aval, c'est encore possible parce que la fréquentation est vraiment extrêmement marginale, parce qu'il y a moins de monde qui traverse de ce côté-là. 15% qui est du côté aval. Et puis le reste du côté amont. Donc, cette passerelle, elle serait un peu en contrebas, elle serait à la même hauteur? Non, elle serait à la même hauteur que le trottoir, légèrement plus bas, on va dire 40 cm que le trottoir actuel. Et puis l'idée, c'est qu'elle préserve en fait la vue
depuis le pont du Mont-Blanc et également depuis l'île Rousseau, puisque quand l'île Rousseau a été constituée, construite, il y avait une servitude de vue horizontale à prendre en compte. Donc notre projet répond à cette demande. Et c'est un objet extrêmement horizontal et techniquement évidemment intéressant, puisqu'il a une très grande portée, puisqu'on doit assurer aussi la fluidité des mouettes juste en dessous. Donc on a un gabarit aussi pour le à respecter passage, pour des mouettes. Pour le trafic de la CGN et des mouettes. Parce que là les gros bateaux ont aussi besoin d'un peu de place pour manœuvrer à cet endroit. On passe à un endroit précis du pont du Mont-Blanc. Donc notre projet respecte également cette courbe, ce gabarit. Et puis il y a ce petit passage flottant qui existe côté rive droite déjà, qu'on voulait absolument préserver. Donc la ville de Genève laissait dans le cadre du concours la liberté de pouvoir le modifier. Je pense que c'est un élément qui fait partie justement des parcours connus maintenant des Genevois, et on l'a conservé grâce à notre projet. Valentin, un petit mot à sujet de cette passerelle piétonne. Mais oui, alors cette passerelle, elle est là effectivement pour répondre avant tout à un besoin de sécurité. Et ça, vous l'avez effectivement rappelé, c'est que la sécurité, elle est pour l'ensemble des usagers, que ce soit les véhicules motorisés qui n'ont pas à côtoyer des vélos sur la route, que ce soit les vélos qui n'ont pas à côtoyer des véhicules sécurisés, et puis les piétons. Donc je pense qu'en termes de sécurité, effectivement, cette passerelle est bienvenue, surtout qu'elle fait partie effectivement de la loi sur une mobilité cohérente et équilibrée. Pour finaliser ce lacustre, il y a urgence effectivement d'avancer rapidement dans la bonne direction. Ouais. Il y a urgence, d'autant plus que la Confédération verse une somme de 5 millions jusqu'en à peu près 2023-2024. Donc, il ne faudrait pas dépasser la date limite. Il ne faudrait pas dépasser cette date. Voilà. Pierre-Alain Duprat et Valentin Dujoux restent avec nous. Ce sont les invités aujourd'hui des Clés de l'immobilier sur Radio Lac. On revient dans un instant. Radio Lac, les clés de l'immobilier, Enzo Loboué. Les clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radio Lac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Pour toutes vos recherches immobilières, m-3.com. Radio Lac, les clés de l'immobilier. Immobilier et urbanisme jusqu'à midi avec vous, Enzo Loboué. Pierre-Alain Duprat du bureau d'architecte du même nom à Genève et Valentin Dujoux des Jeunes Verts genevois. Mais on parle surtout maintenant d'une votation fédérale puisque les Jeunes Verts ont lancé il y a quelques temps maintenant et la date de votation s'approche. Stopper le mitage donc des zones agricoles suisses. On va se lancer dans cette votation puisque vous qui nous écoutez allez devoir choisir si vous êtes pour ou contre. Alors Valentin, on vous laisse peut-être nous expliquer de quoi il s'agit. Alors effectivement, l'initiative donc lancée par les Jeunes Verts est soutenue et portée maintenant par une large partie d'organisations. Il y a des partis politiques, des associations environnementales, des architectes, vise à repenser vraiment l'aménagement du territoire en Suisse. Aujourd'hui, on a un mitage du territoire, donc un étalement urbain qui existe. Chaque jour en Suisse, c'est l'équivalent de 8 terrains de football qui disparaît. Pour s'en rendre compte assez facilement, c'est l'équivalent de la surface du parc des Bastions. Donc chaque jour en Suisse, on a les terres agricoles et les espaces verts qui disparaissent sous le béton. Et notre initiative propose des solutions pour aller de l'avant et préserver justement ces sols. Votre initiative demande de contrebalancer. Finalement, vous dites pas on arrête de construire. Vous dites si vous construisez sur une zone agricole, alors il faut déclasser une zone constructible pour que le pourcentage de zone agricole ne change plus. Jusqu'à quand ? Jusqu'à... Tout le temps. Tout le temps. Voilà. Vous n'avez pas mis de date limite. Il n'y a pas de date limite, mais là aussi, effectivement, si dans des décennies, on se rend compte qu'il y a des évolutions adaptées, tout est modifiable. Aujourd'hui, le signal qu'on veut donner, c'est qu'effectivement, l'étalement urbain doit se faire prioritairement là où il le faut. Aujourd'hui. Alors, si vous permettez, on revient à Genève, parce que bien sûr c'est une votation fédérale, c'est-à-dire le choix s'appliquera à tout le pays. Mais si on revient à Genève finalement il y a peu de place parce qu'on est un peu dans une enclave entre les montagnes qui se trouvent chez nos voisins français. Et quand on fait une photo finalement du ciel, il est difficile de densifier la ville, ou alors il faut que la ville s'agrandisse un tout petit peu. Alors non, on n'est pas d'accord sur ce constat-là. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Genève, en fait, de facto, petit canton, donc 280 km² à peu près, ça nous oblige effectivement à suivre la philosophie de l'initiative déjà. Donc stop mitage, dans les faits, à Genève, est suivi parce qu'il y a un principe de compensation qui est fait. On a un minimum de terres agricoles qui nous est demandé par la Confédération. Il est de l'ordre de 8400 hectares et on y arrive, en fait, à ce seuil minimum. Ça veut dire que
le paysage qu'on connaît aujourd'hui, en tout cas la répartition géographique des zones au niveau du territoire cantonal, va être à peu près figée à cause de cette contrainte. Donc dans les faits, l'initiative Stop Mitage elle ne concerne pas Genève. Elle concerne assez peu Genève, effectivement, parce que la problématique est déjà réglée, parce que le travail a été fait et relativement très bien fait, on peut le dire, en amont. Alors, quelles sont les zones suisses qui pourraient poser problème ? Alors, effectivement, le mitage du territoire, il pose, en tout cas, nous, il nous pose problème. Pour d'autres gens, il pose question dans les cantons beaucoup plus grands qui ont eu des zones à bâtir qui ont été trop grandes, qui ont été surdimensionnées. C'est le cas des Grisons, c'est le cas du canton, effectivement, aussi du Valais, où là, effectivement, on n'a jamais considéré le sol comme une ressource rare, précieuse et limitée. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui, parce qu'effectivement, ce sol-là, il est limité. La Suisse est un petit pays qui est recouvert à 60% par les Alpes. Il faut penser l'aménagement du territoire et il faut, pour nous, le penser de manière plus cohérente. Il y a une grande partie du territoire qui est non constructible chez nous, qui sont principalement la roche et la montagne. Tout à fait. Et puis les lacs et les forêts. Et puis la difficulté aussi qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on nous présente le chiffre en disant que seulement 8% du territoire suisse est bâti. Oui, il y a 8% du territoire suisse qui est bâti. Mais quand on le rapporte effectivement à l'ensemble du territoire, c'est vraiment une partie qui est quand même importante et qui s'étale de plus en plus. Il suffit de faire le trajet entre Genève et Zurich, à 15 ans d'écart, il n'y a pas besoin de remonter très loin dans le temps. L'évolution du paysage, elle se voit avec l'empreinte des lotissements et des maisons sur les terres agricoles. On dit qu'il y a 80 000 personnes qui arrivent chaque année en Suisse. Comment on va faire ? Parce que je crois qu'il n'y en a pas 80 000 qui partent. Non, mais aujourd'hui, en Suisse, on a 72 000 logements qui sont vides. Donc, on a 72 000 logements qui sont vides, et dont 6 000 en Valais, dont 2 000 dans le canton de Neuchâtel et dans le canton de Fribourg. À Genève, on a 220 000 mètres carrés de bureaux qui sont vides, alors qu'il y a une votation en juin 2015 qui a permis justement la transformation de ces bureaux en logements. On a des espaces, en tout cas, à utiliser. Et c'est tout le sens de l'initiative. C'est pas d'arrêter de construire, mais arrêter de construire partout et d'utiliser ce qu'on a à disposition avant d'aller grignoter les terres agricoles. Pierre-Alain Duprat, l'avis peut-être de l'architecte, puisque vous êtes confronté à cette problématique au quotidien. Tout à fait. Moi, je trouve qu'il connaît bien son dossier déjà. Et c'est pour ça qu'on a invité. Non, je suis assez de cet avis également. Alors après, je me méfie des lois et des règlements trop stricts, parce qu'effectivement, il y a des évolutions dont il faut tenir compte. Mais il y a déjà une loi qui existe, qui s'appelle la LAT, l'aménagement du territoire. Voilà. Donc la loi sur l'aménagement du territoire qui a été changée, je crois, en 2013. Exactement. Mais qui n'a pas complètement encore été mise en place, parce que dans certains cantons, on travaille encore sur cette nouvelle loi. Et elle vous suffit pas, celle-là. Mais le problème de la loi sur l'aménagement du territoire, en tout cas, elle pose un cadre. On va dans la bonne direction. Aujourd'hui, il y a un vrai problème avec la loi sur l'aménagement du territoire, c'est que tous les 15 ans, les communes qui auront bâti tout l'espace qui était dédié à la construction pourront demander la création de nouvelles zones à bâtir. Mais ne l'obtiendront peut-être pas. L'obtiendront peut-être pas, mais il n'empêche qu'il y a quand même un biais dans cette loi qui entraîne un certain mitage programmé du territoire où tous les 15 ans, la commune qui n'a plus de place et qui veut construire davantage aura la possibilité, en tout cas, de demander ça avant d'utiliser et d'optimiser l'utilisation de son sol. Vous aimeriez figer cette situation, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de demandes, il n'y ait plus de demandes supplémentaires qui puissent arriver tous les 10 ans, tous les 15 ans ou tous les 50 ans. Oui, mais l'initiative vise pas non plus à mettre la Suisse sous cloche. Actuellement, en Suisse, on a 400 km² de zones constructibles non bâties, donc on a de la réserve. Et l'initiative propose aussi un principe de compensation qui découlera des lois fédérales d'application si l'initiative passe dans 10 jours. Et là aussi, il y a une marge de manœuvre qui est faite. Et ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que ce principe de compensation qui est tant décrié aujourd'hui avec cette initiative, c'est ce qui se fait pour les forêts depuis des décennies. C'est un peu difficile pour les propriétaires, parce que finalement, vous allez dire à un propriétaire, toi, tu pouvais pas bâtir sur ton terrain, maintenant tu peux, et toi qui pouvais, tu peux plus. Mais alors ça, c'est les communes qui régissent effectivement l'affectation des zones. Et la question du prix du mètre carré, elle se pose. Là encore une fois, cette initiative vise des principes qui seront mis en place à travers des lois d'application. Il y a une marge de manœuvre qui sera tout à fait possible. Alors avant de terminer les petits chiffres, parce qu'ils sont sortis hier, présentés à la RTS, c'est 63% de oui au premier sondage et 29% de non. Donc à ce moment-là, lors du premier sondage, l'initiative passait. Et puis hier, les derniers chiffres sont sortis avec 47% de oui et 49% de non. Le reste sont les indécis. Et là, l'initiative ne passe plus et la votation se rapproche.
Alors la votation, elle se rapproche. Effectivement, il y a une campagne qui s'est mise en place entre les deux. Il y a des lobbies qui se sont mis aussi en place et qui se sont organisés, que ce soit les lobbies de l'immobilier, de l'économie, de la construction. Face à nous, on a effectivement une volonté de rien changer en disant les choses sont faites, elles sont bien faites, tout ira bien. Le problème, c'est qu'on voit que l'aménagement du territoire pose problème et on peut le faire de manière plus cohérente, et c'est tout le sens de la poursuite de cette campagne jusqu'au 10 février. On va laisser le mot de la fin à Pierre-Alain Duprat. Je voulais juste vous demander si vous avez une ville que vous aimez particulièrement pour son architecture, quelque chose qui vous a plu lorsque vous visitez le monde. Bon, il y a énormément de villes qui me fascinent, mais je crois que Genève a un joli potentiel justement dans son développement équilibré, et pour ça je rejoins effectivement mon voisin. On voit que Zurich a eu un développement très intéressant aussi. C'est une ville qui est quand même le pôle financier de la Suisse. On dit souvent que Genève a peut-être 12 ou 15 ans de retard sur Zurich. Il me semble qu'on est en train de rattraper ce retard. La densification à l'intérieur de la ville, j'y crois beaucoup plus qu'à l'extérieur. Donc c'est pour ça que je soutiens quand même cette initiative. Et avec le projet aussi que j'ai remporté pour le Pavé Étoile, donc dans le quartier de la Praille, du Praille à Cassia-Vernay, il y a un développement. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, très important dans cette zone et qui cherche un certain équilibre. Donc effectivement, oui, il y a énormément de villes. Paris est un très bel exemple, Londres aussi. Mais j'aime profondément Genève. On sera 2. C'est pour ça que j'y travaille. 3, je pense. 4, Fabien. Donc, oui, je confirme. Voilà. Et c'est vrai que la question est intéressante parce que moi, je vois Genève à travers les projets sur lesquels je travaille déjà ou ceux de mes confrères. Donc, je vois déjà Genève développer dans mon esprit. Alors, on va terminer cette émission sur ce mot de Pierre-Alain Duprat. Merci d'être venu nous parler donc de vos projets et des concours gagnés. Merci à Valentin Dujoux qui fait partie donc des Jeunes Verts qui ont lancé cette initiative Stopper le mitage qui sera donc en votation le 10 février prochain. La semaine prochaine, nous parlerons avec nos invités d'un nouveau quartier qui est en train de se construire. Vous avez probablement déjà vu les grues et les pelles mécaniques qui se mettent en place. C'est le quartier des communaux d'Ambilly, afin de comprendre comment cela va fonctionner dans les prochaines années. Et puis nous recevrons également un invité qui, lui, est bien sûr contre l'initiative Stop Mitage du 10 février prochain. Merci de nous avoir suivis. Fabien, à la semaine prochaine. C'était Les Clés de l'Immobilier, le magazine de l'immobilier de Radiolac avec M3, location d'appartements et maisons à Genève. Pour toutes vos recherches immobilières, m-3.com.